Samedi 26 septembre 2020, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. La Commission nationale des droits humains s'active pour s'assurer que les scrutins à venir au Niger vont se dérouler dans des conditions acceptables. Dans ce cadre, elle a initié depuis quelques semaines des missions d'investigation sur le processus électoral dans plusieurs régions de notre pays. La mission qui a séjourné dans la région de Tillabéri, conduite par le rapporteur général de la Commission, le professeur Moussa Hamidou Talibi, a rendu les conclusions de ces investigations. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. Organiser des élections libres, transparentes et inclusives au Niger, c'est l'un des soucis de la Commission nationale des droits humains CNDH qui a initié des missions dans plusieurs régions du Niger pour investiguer sur le processus électoral en cours. Ainsi, du 17 au 24 septembre 2020, des missions de la CNDH ont séjourné dans plusieurs régions du Niger, à savoir Tillabéri, Agadez, Maradi et Zander. Dans la région de Tillabéri, pour des raisons sécuritaires, sur les 13 départements, seulement 6 ont été ciblés pour l'enquête. Il s'agit des départements de Tillabéri, Walam, Torodi, Saï et Gotei. La mission de la CNDH a eu des séances de travail avec les autorités régionales, départementales, les élus locaux, les responsables des services techniques compétents, les partis politiques, les OSC et les leaders d'opinion. Constatation. Ces séances de travail ont permis à la mission de relever les manquements observés et les difficultés rencontrées dans le processus préélectoral. La région de Tillabéri a cette particularité de connaître une situation sécuritaire difficile due au phénomène du terrorisme qui prend de plus en plus de l'ampleur. Malgré cette situation d'insécurité, à l'issue des investigations sur le déroulement des audiences foraines et de l'enrôlement biométrique, certaines communes ont connu une sensible augmentation du nombre de citoyens enrôlés. C'est le cas de la commune urbaine de Tillabéri et de Walam. Sur place, la mission de la CNDH a constaté un nombre important de personnes qui ne sont pas enrôlées dans plusieurs localités. La mission a également fait le constat du non-enrôlement de plusieurs villages de certains départements et communes tels que Abala, Tondikiwindi, Inates, Torodi, Kokoru, Makolondi et Anzourou. On peut noter par exemple pour la commune de Torodi où sur 225 centres d'enrôlement, 153 seulement ont été opérationnels. En outre, même là où il y a eu enrôlement, il a été constaté une régression en nombre de centres, mais aussi en nombre de personnes enrôlées par rapport aux élections de 2016. Pour les centres, c'est le cas de la commune de Dargol, avec 215 centres en 2015 pour 95 centres en 2020. S'agissant du nombre d'électeurs, c'est le cas des communes urbaines de Terra, avec 31 632 électeurs en 2016, contre 30 047 en 2020. Et celle de Torodi, avec plus de 50 000 en 2016, contre 33 016 en 2020. Plusieurs autres difficultés ont été constatées par la CNDH dans la région de Tillabéri. Des difficultés qui constituent des véritables obstacles au bon déroulement du processus électoral dans la dite région. Suite aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de certains membres du bureau, par le bureau politique national du MNSD Nassara, dont notamment un membre de la section de Niamey, la dite section a rendu public ce matin une déclaration au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Je propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Sadou Doumi et Hamza Sakou. Après la décision du bureau politique national à travers le comité de sages faisant cas d'exclusion de 5 militants du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, la section de Niamey, après analyse de la situation qui prévaut au sein du parti, rend la déclaration suivante. Aujourd'hui, l'heure est grave, très grave d'ailleurs, car la crise qui secoue notre parti a atteint son sommet. Et il est temps d'agir en vue de sauver notre parti de la gouvernance chaotique de son président Seni Oumarou et de sa clique. Cependant, on peut citer comme élément de cette gouvernance le pillage des ressources financières du parti,
La preuve. Aucun bilan financier n'a été présenté au congrès du 23 mars 2019 à Tawa, encore moins à celui du 15 août 2020 à Niamey. La modification, la trituration et autres tripatouillages des textes fondamentaux du parti dans le seul dessein de prendre le parti en otage en vidant les organes du parti de leurs attributions essentielles pour le confier à un directoire à sa solde, pour ne citer que cela. Militantes, militants, sympathisantes et sympathisants, pour rappel, la crise au sein du MDST datait du réellement du parti jadis à l'opposition au camp de la majorité au pouvoir. Des positions antagonistes étaient défendues par des responsables au niveau national et relevant de la section de Niamey. La situation s'est davantage détériorée lors du renouvellement des structures du parti que certains responsables régionaux ont voulu utiliser comme tremplin pour écarter certains militants. En effet, l'influence néfaste de certains responsables du parti, dont en premier rang M. Seyni Oumarou, a fini par exacerber la situation plongeant la section de Niamey dans une crise interminable. Cependant, au vu de cette situation, les militantes et militants de la section MNSD Nassara de Niamey réaffirment leur appartenance au parti. Réaffirmons notre appartenance au MNSD Nassara. Déplorons et exprimons toute notre désapprobation quant à la participation active de certains de nos camarades et à des manœuvres orchestrées, planifiées et soutenues au sommet du parti pour déstabiliser et balkaniser la section de Niamey sous prétexte de couper l'herbe sur le pied aux ambitions affichées de certains militants de la section. Dénonçons et condamnons avec la dernière énergie les actions de stabilisation des sections, sous-sections et structures de participation. Déclarons-nous désolidarisés de tout acte de nature à troubler la cohésion au sein du parti, comme les exclusions et suspensions de certains militants opérées le jeudi 24 septembre 2020, parmi lesquels un des militants de la section de Niamey, en l'occurrence le camarade Tamboura Issouf. Apportons tout notre soutien à ces militants injustement sanctionnés. Saluons le courage et l'engagement des députés signataires de la déclaration du 2 septembre 2020 relative au soutien à M. Abdoulkader Tidjani, secrétaire général du parti injustement démis de ses fonctions. Informons l'opinion nationale et internationale du retrait de notre confiance au président Seyni Oumarou et par conséquent nous serons l'accepter comme notre candidat aux élections présidentielles à venir. La section MNSD Nassara de Niamey nourrit l'idée de la mise en place d'un comité de crise afin de sauver le parti de son naufrage. Les populations sinistrées du village de Koutoukale suite aux fortes précipitations et à la crue exceptionnelle des eaux du fleuve Niger ont reçu ce matin un don de l'ambassade du Pakistan et du Rotary Club sur requête du chef du dit village. Le don a été remis ce matin au cours d'une cérémonie résumée pour nous par Aboubakar Souley et Ali Sissé Ibrahim. Le village de Koutoukale qui se trouve dans la commune rurale de Karma n'a pas été épargné par les inondations qui ont occasionné d'énormes pertes dans les cultures tout en provoquant l'effondrement de plusieurs maisons. Ainsi, sur requête du chef de Koutoukale, le colonel Moumoun Hamidou, l'ambassade du Pakistan au Niger avec la participation du Rotary a rapidement répondu en apportant une importante quantité de riz destinée aux sinistrés de Koutoukale. À la cérémonie de remise du don, le secrétaire général de la préfecture de Kolobeto Oumarou et le vice-maire de la commune rurale de Karma, Amadou Abdou, ont d'abord tour à tour pris la parole pour remercier la donation faite par l'ambassade du Pakistan au Niger. Ensuite se fit au tour d'Ari Toubo Ibrahim, PDG Rotary District 9102, de dire ce qui a poussé son organisation à participer à ce don. En situation difficile comme celle que nous vivons, il était normal que nous réagissions. C'est ce que nous avons fait en intervenant à Kirkusoy, à Saga, et nous avons très vite également sollicité un partenaire, l'ambassade
de la République islamique du Pakistan et qui a répondu pour nous accompagner. Et c'est ainsi que déjà nous avons fait une intervention avec eux à Saga. Mais aussitôt qu'il a reçu une requête du chef de village de Koutoukaletegui, il nous a approchés pour voir comment nous pourrions l'accompagner. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Intervenant à leur tour le chef de village de Koutoukaletegui, le colonel Moumouni Hamidou et le représentant du ministre de l'Action humanitaire, Moussa Habou, ont respectivement adressé leurs remerciements à l'endroit de l'ambassade du Pakistan au Niger. Au nom des populations de mon village, je remercie cordialement Monsieur l'ambassadeur du Pakistan pour ce geste combien noble, ce geste qui vient du cœur, les musulmans qui viennent en aide à leurs parents musulmans dans le sinistre, dans le besoin, dans cette désolation que vous venez de voir, nous ne pouvons que vous dire merci. Au nom de cette population, nous vous remercions pour avoir répondu donc à l'appel des autorités, des plus hautes autorités donc, du Niger. Et nous vous remercions donc aussi au nom de la région de Tillabéri, au nom du département de Kolo, au nom de la commune de Karma et particulièrement donc aux personnes sinistrées qui vont recevoir l'assistance. Nous vous remercions infiniment pour en tout cas cette aide que vous venez leur apporter à un moment précis, à un moment où ils en ont besoin. Enfin, s'exprimant à son tour, l'ambassadeur du Pakistan au Niger, Ahmed Ali Sirohe, a rappelé que le don qu'il a fait est une réponse à la demande d'assistance qui a été formulée par le gouvernement. Et cette action humanitaire prouve l'engagement du Pakistan qui vient en aide aux populations éprouvées par les inondations. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient depuis le 24 septembre dernier, le Conseil de sécurité dont la présidence pour ce mois de septembre est assurée par notre pays, le Niger. Le Conseil de sécurité donc s'est réuni en séance de haut niveau autour de plusieurs questions, notamment celle de la pandémie de la Covid-19. Pour plus de précisions sur les questions débattues au cours de cette réunion, présidée par le président nigérien Issoufou Mahamadou, je propose de suivre les explications du représentant permanent du Niger à l'Organisation des Nations Unies, ONU, l'ambassadeur Abari Abdou. La séance de haut niveau qui s'est tenue hier au Conseil de sécurité sous la présidence de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République. Il faut reconnaître que ça a été un événement. Beaucoup d'ambassadeurs m'ont dit qu'il y a très longtemps qu'ils n'ont pas vu un véritable haut niveau comme celui d'hier, avec la participation comme briefeuse du secrétaire général lui-même, du président de la Commission de l'Union africaine, mais plus important, la participation du président de l'Union africaine, le président sud-africain Ramaphosa, de la présidente de l'Estonie, du président tunisien, mais tous les autres représentants étaient des représentants de haut niveau, soit des vice-premiers ministres ou à la limite des ministres des Affaires étrangères. Il n'y a eu que 2 représentants permanents qui ont pris la parole. Ça, c'est une façon, je pense également pour le Niger et pour le président de la République, dont il faut dire qu'il suit avec la plus grande attention ce que nous sommes en train de faire ici à New York. Je voudrais lui exprimer en mon nom et au nom de la dynamique équipe qui m'accompagne dans ce travail nos sentiments de gratitude et de reconnaissance pour le suivi, pour les instructions qu'il nous a toujours données et pour l'œil attentif qu'il a gardé sur la représentation du Niger ici au sein du Conseil de sécurité. Je pense que parler du Covid-19 quand on est le président du Niger, on ne peut pas trouver de meilleure voie pour le dire. Aux défis auxquels nous étions confrontés bien avant l'ère du Covid-19, les questions de développement, les questions de lutte contre le terrorisme, à toutes ces questions, à toutes ces préoccupations sont venues s'ajouter celles du Covid-19. Donc il était tout à fait opportun et pertinent
que le président de la République. Je tiens à dire que ce thème, c'est lui-même qui l'a proposé, qui l'a choisi. Et nous, ici, nous n'avons fait que le travail de le rendre acceptable par l'ensemble des 15 pays membres du Conseil de sécurité. Et donc, je crois que hier, le président de la République a, avec beaucoup de conviction et d'éloquence, indiqué la position du Niger en termes de nécessité de revoir la gouvernance mondiale telle qu'elle est aujourd'hui, avec déjà ses insuffisances. Donc, il faut qu'il y ait un avant et un après Covid-19. Et l'après-Covid-19 doit se nourrir de solidarité. L'après-Covid-19 doit se nourrir de partage, j'allais dire. Il faut que la communauté internationale, les Nations Unies, au premier chef, renoue avec les fondamentaux des Nations Unies, l'idéal de solidarité, l'idéal de partage, et toutes valeurs qui ne peuvent être défendues et poursuivies que si nous continuons à adhérer au multilatéralisme et aux valeurs qu'il incarne. C'est cela le sens de la charte de San Francisco et je pense que la communauté internationale a plus que jamais intérêt à revenir au respect de ses fondamentaux. Le comité des experts pour la continuité pédagogique pendant la Covid-19 a décidé de saisir la Halcia pour dénoncer les responsables du ministère en charge des enseignements secondaires relativement à la gestion du fonds mis à la disposition de ce comité d'experts. C'est un rappel dû à cause de la pandémie de la Covid-19. Les différents établissements publics et privés ont été fermés et le ministère des enseignements secondaires a décidé donc de mettre sur pied un comité d'experts pour la continuité pédagogique. Eh bien, c'est les fonds mis à la disposition de ce comité qui sont objets de manquements et de malversations selon les membres du comité d'experts qui ont décidé donc de saisir la Halcia par rapport à cette affaire. Je vous propose de suivre à cet effet les explications d'un membre de ce comité d'experts à la personne de M. Édouard Lampo au cours d'un point de presse animé aujourd'hui même. Les activités menées ont été bien accueillies par les enseignants et les élèves au point que les autorités du ministère des enseignements secondaires ont envisagé la poursuite des travaux pour couvrir l'ensemble du programme. Des fascicules ont même été élaborés et présentés aux partenaires de l'école. Soulignons que les autorités du ministère des enseignements secondaires ont décidé d'octroyer des frais de prise en charge de la continuité pédagogique aux membres du comité d'experts nommé par arrêté numéro 00255-MES-SG-DGE-DL du 21 mai 2020. Du 15 avril au 25 juillet 2020, soit 3 mois d'activité effective, seul un mois a été honoré. L'objet du présent point de presse est d'informer l'opinion publique nationale et internationale du non-respect des engagements pris par les autorités du ministère des enseignements secondaires, malgré les promesses faites avec des délais fixés pour apurer les 2 mois restants. Ces 2 mois restants, couvrant la période du 18 mai au 25 juillet, ont fait l'objet de justifications par les équipes disciplinaires et transmises aux autorités du ministère des enseignements secondaires pour complément du dossier financier et transmis au fonds commun. Selon nos sources, ces fonds auraient été débloqués et mis à la disposition des responsables du ministère des enseignements secondaires qui les ont utilisés à d'autres fins. Ainsi, après plusieurs rencontres infructueuses avec le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires et devant le silence du ministre, nous, membres du comité d'experts de la continuité pédagogique malgré la Covid-19, informons du dépôt d'une plainte contre le ministère des enseignements secondaires
auprès de la haute autorité de lutte contre la corruption et infractions assimilées ALSIA depuis le lundi 21 septembre 2020 pour que nous soyons mis dans nos droits. Sport, football, notamment avec cette formation à l'endroit des journalistes sportifs, une formation initiée par la Fédération nigérienne de football et qui a débuté ce matin. Le point de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Ibrahim Abdou et Abdullah Razak Hamidou. C'est une formation initiée par la Fédération nigérienne de football et la Commission centrale des arbitres à l'endroit des journalistes sportifs. Objectif, informer les uns et les autres sur les nouvelles règles instaurées dans le jeu et les amener au même niveau d'information, plus ou moins de connaissances. La presse sportive qui donne des images, qui peut interpréter ce qui se passe dans les compétitions. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé effectivement de donner de la formation, de donner en tout cas un minimum d'informations, de connaissances à ces acteurs-là que vous êtes. Nous jugeons opportun en tout cas de faire le maximum dedans, en pensant que ça va freiner un peu toutes ces crises-là que nous vivons souvent à travers les compétitions et à travers les matchs. Et ça permettra, je suis sûr, d'avoir une meilleure qualité en tout cas de jeu, parce qu'en connaissant les règlements et tout, ça évitera les conflits, ça permettra aux uns aux autres de concentrer leur énergie sur le jeu, au lieu de se concentrer, au lieu de gaspiller de l'énergie dans la bagarre comme on dit. Chers journalistes, dans le cas en tout cas de vous édifier un peu, donner quelques informations essentielles pour que vous soyez au même niveau, je ne dirais pas totalement des arbitres, mais au moins que vous ayez l'essentiel pour vous permettre de comprendre en tout cas les décisions des arbitres. Je dois en tout cas remercier une fois de plus la Fédération nigérienne de football qui a voulu en tout cas que ces échanges-là se portent à tous les niveaux des acteurs. Une formation bien accueillie par les journalistes sportifs. En tant que journaliste sportif, ça sera une très très belle occasion pour nous de comprendre en tout cas tout ce qu'il y a comme changement au niveau de l'arbitrage sur le plan international. Donc on accueille favorablement cette formation qui nous a été donc dédiée grâce à la CCA, la Commission centrale des arbitres de la FENIFOOT. Cette formation va sans nul doute outiller les journalistes sportifs, eux, qui sont souvent amenés à expliquer certains faits de jeu. Avant la partie magazine consacrée donc à un reportage sur les travaux de construction d'une usine de fabrication de sucre dans la commune de Djundju, région de Dosso. Cette pensée quotidienne pour les trois acteurs de la société civile, Munkaila Halidou, secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page, qui sont détenus depuis bientôt 200 jours dans différentes prisons de la région de Tillabéri, d'Aïkana, Walam et Kolo notamment. Ils ont été arrêtés, vous le savez, le 15 mars dernier à la suite de la manifestation organisée, projetée plutôt par les organisations de la société civile pour exiger entre autres la transmission du dossier du rapport d'audit du ministère de la Défense nationale à la justice. Le nouveau fait dans leur affaire, c'est que depuis hier ou avant-hier, selon leur conseil d'avocats, ces trois acteurs de la société civile sont détenus illégalement puisque sans titre de détention, ce conformément au texte en vigueur. Nous avons donc une pensée particulière pour eux et leur souhaitons beaucoup de courage jusqu'à la fin de cette épreuve dans laquelle ils sont plongés. La partie magazine, donc, comme je l'annonçais, elle est consacrée à un reportage sur les travaux de construction d'une usine de fabrication de sucre dans la commune de Djundju, c'est dans la région de Dosso. L'initiative émane du chef de canton de Djundju, l'honorable Bachir Haruna Hambali. Le reportage est signé par notre confrère de la télévision Bonferré, Ibrahim Hiro. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Malgré la disponibilité de 70 000 hectares de terres favorables à la culture de la canne à sucre, le département de Djundju n'exploite qu'un millier d'hectares. Mais même cette moindre production bute sur l'épineux problème de l'écoulement. Principale voie d'accès, la RN2 est dégradée à tel point qu'elle n'existe que dans l'imaginaire
de ceux qui sont obligés de l'emprunter. Depuis son élection en 2015, le chef de canton, l'honorable Bachir Harouna Ambali, n'a cessé d'explorer les voies et moyens pouvant permettre de booster le développement de Djoundjou. Après 4 années de réflexion, il opte pour l'ambitieux projet de doter son canton d'une usine sucrière. Projet, en tout cas, le terme chantier est mieux approprié puisqu'un terrain de 100 hectares est déjà acquis. Les engins ont déblayé l'espace devant accueillir l'usine. L'impact environnemental et les études du sol sont effectuées, les fouilles également. Après ce laborieux travail qui a duré plusieurs mois, les briques sont confectionnées, la construction entamée. En tournée d'évaluation de la campagne agricole 2020 dans la région de Dosso, le ministre des Mines, Moussa Barazé, a visité le chantier de l'usine sucrière de Djoundjou pour constater le niveau des travaux. Ce qui n'était qu'une fondation, lors du passage du ministre Barazé, a pris la forme d'un bâtiment aujourd'hui et les travaux continuent. C'est le plus grand projet presque ici dans notre zone. Et ce qui nous a motivés ici à réaliser ce projet, c'est dû à la matière première qui est disponible. Parce que Djoundjou est le plus grand producteur de la canne à sucre au Niger. Et maintenant, on est à la phase 1, donc installation du site. Et on espère bien d'ici la fin de l'année 2021, on va commencer à produire le sucre au Niger. À terme, dans cette brousse perdue du Niger profond, poussera le complexe que vous avez à l'image. Des bâtiments pour l'administration et pour les machines, des magasins, des parkings, bref, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'usine sucrière Hambali de Djoundjou. La canne à sucre sera acheminée à l'usine par les camions, puis les engins se chargent d'alimenter les machines qui à leur tour broient les tiges. Le liquide obtenu sera bouilli avant d'être transformé en sucre. Le plus beau, ce n'est pas seulement du sucre qui sera produit ici. Il y a le côté énergie, parce qu'on va produire à peu près 15 MW pour pouvoir vendre ça à la Nigélec. Vous voyez donc presque la moitié de la région de Dosso va être couverte. Le troisième secteur est la production de l'éthanol. Ça, c'est pour vendre aussi à l'ONPPC, si on peut le dire, parce que l'éthanol est un produit pharmaceutique. Voilà, si on peut le dire. Il y a beaucoup d'avantages qui sont liés à ce projet en dehors de la main-d'œuvre. Beaucoup d'avantages, c'est le moins que l'on puisse dire. Et l'honorable Bachir Harouna Ambali croit fermement à ce projet et compte beaucoup sur son apport dans l'amélioration des conditions de vie de la population de Djoundjou en particulier et celle du Niger en général. On va créer plus de 4000 emplois directs et indirects. Pourquoi direct et indirect? Il y a des gens qui sont permanents au niveau de l'usine sucrière et il y a les producteurs, eux aussi. C'est de l'emploi parce qu'ils vont travailler sur leur propre champ et ce qu'ils vont produire là va être acheté et payé sur place. Donc nous, de notre côté, on va les subventionner, les amener à produire beaucoup plus de canne à sucre. Autant dire un projet nationaliste. Et la particularité ici, les agents, tout est nigérien. La main-d'œuvre, elle est nigérienne, la matière première du Niger et la consommation est nigérienne. Tout est nigérien, 100% nigérien. L'usine sucrière de Djoundjou est une fierté nationale parce que c'est la première. Elle va beaucoup contribuer au développement du Niger. On le voit, l'ambition est noble, la détermination forte. Toutefois, des difficultés subsistent.
le projet de code d'investissement, on attend toujours ça, parce que c'est avec le code d'investissement qu'on a accès, qu'on va avoir des facilités pour pouvoir faire venir les machines. Actuellement, notre pays importe chaque année plus de 400 000 tonnes de sucre. Avec une production de 50 000 tonnes, l'usine sucrière de Junju aura toute la latitude d'accroître l'investissement pendant plusieurs années en augmentant ses capacités. Cette usine sucrière Hambali viendra ainsi renforcer le tissu industriel de notre pays, et le fait qu'elle soit installée à 300 km de la capitale Niamey va créer de l'emploi dans une zone qui en a grand besoin pour lutter contre l'exode de ces bras valides ou la tentation de la criminalité. Assurément, ce projet mérite un soutien politique fort de l'État, mais aussi l'accompagnement des institutions financières et des partenaires au développement.